Oui, vous avez bien lu 500 € d'économie en faisant sa distribution soi-même. Comme quoi, même sur des petites voitures, on peut faire des grosses économies. Sur cette chaîne, je ne vais pas vous dire que vous pouvez devenir millionnaire avec des cryptos ou des NFT. Par contre, vidéo après vidéo, je vous prouve qu'on peut économiser des centaines et sur le long terme des milliers d'euros en assurant soi-même l'entretien de sa voiture. Alors ça vient pas comme ça en claquant dans les doigts, hein. Il faut travailler et mettre les mains dans le cambouis. Et attention, hein, vous risqueriez de trouver ça intéressant et y prendre plaisir. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on ne donne pas tout son argent à son garagiste, ce qui nous permet de faire autre chose avec. Aujourd'hui, je fais le remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à eau sur la Twingo. Elle est équipée du moteur D7F, c'est un moteur qui a été produit à des millions d'exemplaires, il a équipé beaucoup de Twingo et de Clio chez Renault. Le risque quand on remplace une courroie de distribution, c'est qu'on la désynchronise et qu'on se retrouve avec le haut moteur désynchronisé par rapport au bas moteur. Ça peut faire que les pistons en remontant tapent dans les soupapes et là ça peut faire des très gros dégâts. Heureusement sur ce moteur D7F c'est relativement simple, c'est un moteur qui est claveté, ça veut dire qu'il a des détrompeurs si vous voulez au niveau des poulies de vilebrequin et d'arbre à cames. Donc si on fait bien attention, si on travaille soigneusement, il y a peu de risques de se tromper. Cette Twingo elle a 316 000 km au compteur. Ouais, et depuis que je l'ai, j'ai jamais changé la courroie de distribution, je l'avais achetée en 2015. Alors je ne sais pas combien de kilomètres la courroie a, mais en tout cas au niveau temps, ça fait plus de 6 ans qu'elle est là. Il est donc grand temps de la remplacer. La première étape, c'est de lever la voiture. Il va falloir qu'on intervienne sur la roue avant droite, qu'on l'enlève. Donc il faut la placer sur chandelle. Là, j'ai utilisé mon pont hydraulique. J'ai une vidéo où j'explique comment lever une voiture en toute sécurité avec simplement cric chandelle. Je vous mets le lien vers cette vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. Ensuite, il faut retirer les caches. Et celui-ci, pour le sortir facilement, il faut le pousser vers l'avant, le descendre et le sortir vers l'arrière. On s'en prend plein la tête. Toc. Si vous suivez la chaîne, vous vous souvenez que j'avais changé le joint ici, en dessous de la boîte de vitesse, pour éviter que ça fuit. Eh bien, c'est raté, ça continue de fuir. Je commence par enlever la courroie de l'alternateur, je dévisse ici. Ça c'est un boulon qui permet de faire bouger l'alternateur comme ça et donc de tendre la courroie. Et avant de l'enlever, je regarde un petit peu comment elle est tendue. Alors cette courroie là, elle est finie, hein. Elle est morte là. Vous voyez les craquelures. Eh ben j'aurais dû en acheter une et j'ai pas pensé, enfin j'avais pas vérifié son état avant de commander. Il faudra que j'y pense pour la prochaine fois. Est-ce que c'est du 13 ? Ça a l'air d'être du 13. Je dévisse un peu et ça normalement ça devrait bouger. Il faut que je desserre aussi la vis du bas. Voilà, donc là on peut le reculer et je devrais pouvoir la sortir cette courroie normalement. Voilà. Maintenant, je vais bloquer le moteur, le vilebrequin. On dit qu'on pige le moteur, c'est-à-dire qu'on va mettre une petite barre en métal ici dans le trou qui se trouve juste en dessous du démarreur. Et ça va venir dans un trou dans le volant moteur qui est juste derrière là. Pour tourner le moteur, je vais prendre tout simplement une clé à cliquet sur la poulie d'accessoires ici. Ici, je place ma pige. Alors, j'ai pris un forêt de 7,5 parce que j'ai pas les piges officielles. Donc ici, avec une main, j'appuie sur la pige et avec l'autre, je fais tourner le moteur. Et à un moment donné, je vais sentir la pige qui passe
dans un trou. Alors là, je sens qu'il y a de la compression. Bon, là j'arrive pas à trouver, donc ma pige, je vais la mettre dans l'autre sens. Comme ça j'aurai la pointe du foret qui devrait rentrer dans le trou du volant moteur plus facilement. C'est infernal. Ah, là ça y est. Voilà. Donc là vous voyez, maintenant je peux plus tourner. Le moteur, il est calé. Et là, le foret, vous voyez qu'il a pu rentrer assez loin. Maintenant, je peux démonter la poulie d'accessoires. Pour ça, c'est très bien d'avoir une clé à choc. Ça aide beaucoup. Donc ici, vous voyez, au niveau de la poulie d'accessoires, il y a un détrompeur. Pour accéder à la poulie d'arbre à cam, il va falloir enlever son cache, et son cache il est vissé dans le support moteur qui est côté droit, donc il va falloir enlever le support moteur, donc soutenir le moteur avec un cric. Alors sur mon cric, j'ai un pad en caoutchouc qui va protéger le carter. Sauf que là, je suis au bout de mon cric, donc je vais prendre un tampon supplémentaire. Voilà, et ça suffit. Ici sur la poulie de Villebrequin, vous voyez qu'il y a un repère ici. Je vous mets du blanc dessus pour que vous le voyez mieux. Voilà, j'ai mal mis, mais vous voyez l'idée. Et ce repère-là est pile en face du repère qui se trouve ici, sur le carter. Donc ça veut dire que le moteur est correctement orienté. Et on retrouvera des marques similaires sur la poulie du haut au niveau de l'arbre à cam. Ce support moteur, il est quasiment neuf, je l'avais changé il n'y a pas longtemps. Là, vous voyez, le moteur a bougé. Alors, je remercie le mec qui a pensé à mettre de la graisse ici, au niveau de ce boulon. Ça va rendre le dévissage beaucoup plus facile. Enfin, normalement. Et voilà. Là, tout ça devrait venir. Toc. Donc voilà notre cache de courroie de distribution. Juste derrière, il y a la poulie d'arbre à cam. Et ici, on a un petit cache qu'on peut enlever. Ça permet de vérifier les fameuses marques. Donc là, ici sur le côté, vous pouvez apercevoir les dents de la poulie d'arbre à cam. Et il y a un petit repère dessus. Et ce repère est en face de celui qui est juste au-dessus, au niveau du carter. Alors il y a 4 vis à enlever, les 2 ici que vous voyez bien, une au fond là et une tout en bas là-bas. C'est du 13. Alors voyons voir ce que ça donne là-dedans. Ok. Alors là je peux déjà repérer un petit peu sa tension. Voilà, donc c'est assez souple, pas besoin que ce soit tendu à mort ces courroies là. Ok, alors je vois qu'il y a une trace ici, une marque, donc la courroie a déjà été changée. Je comprends pas pourquoi la marque est là. Peut-être voilà, c'était l'endroit le plus accessible. Ils ont dû simplement faire le remplacement de courroie en reportant les marques de l'ancienne vers la nouvelle. Donc on peut le faire aussi. Moi j'aime bien rajouter des marques, même si le moteur est claveté, ça fait une sécurité en plus. Je vais débrancher les 2 durites qui sont là, qui arrivent à la pompe à eau. Comme j'avais changé le liquide de refroidissement, parce que j'avais changé le radiateur là il y a quelques mois, j'ai pas envie de vider complètement tout le liquide de refroidissement, parce qu'au litre, voilà, c'est pas donné. Donc ce que je vais faire, je vais clamper les durites. Ça devrait empêcher de couler. Celle-là ici. J'espère que je ne l'ai pas détruite. Bon, on verra. Alors là, j'ai un outil spécial, une pince avec une extension comme ça, pour venir ouvrir le collier de serrage de la durite qui est là. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une pince multiprise là, et normalement ça le fait. Sauf que là, mon outil ne marche pas. Ah si, il faut vraiment y aller fort. Il faut vraiment y aller avec 2 mains. Ok, c'était vraiment collé. Donc là, je décale.
Quand je vais débrancher la durite, il va y avoir quand même pas mal de liquide qui va couler. Donc je vais mettre un sac plastique pour diriger le liquide de refroidissement vers la bassine que j'ai mis en dessous. Voilà, comme ça fait une sorte de gouttière. Et là, pour réussir à sortir la durite, il faut la tourner. Et une fois qu'elle tourne, on peut la tirer. Alors une autre option que j'aurais pu avoir, c'était simplement de dévisser ici les 2 vis de 10. Alors j'aurais pu faire ça parce que avec ma nouvelle pompe à eau, j'ai un nouveau joint qui vient. Mais si vous n'avez pas le joint, il faut faire comme ça. Il faut enlever la durite ici. Ok, ça tourne. Une fois que ça tourne, ça peut sortir. Il y a quand même une grande quantité de liquide de refroidissement qui coule. Là, ça va, ça se calme. Et ça, je vais faire en sorte que ce soit à peu près en hauteur. Comme ça. Ok, je vais essayer de le mettre au fond là-bas, derrière. Démontage du cache qui est en 2 parties. On a une vis ici pour la partie du haut. C'est du 10. Et il doit y en avoir une là-bas. Ou alors c'est clipsé. Ouais, il y en a une là-bas. Voilà. Alors, je vais mettre les vis dedans. Hop. Pour la deuxième partie du cache, il y a une vis là-dedans. Oh non! Ah, c'est plein de liquide de refroidissement maintenant. Bon, en même temps, ça nettoie les outils. Avant de démonter la courroie, je vais mettre des marques. Donc, une ici sur la poulie, une sur la courroie qui correspond. Et on a là une marque qui était déjà mise sur le carter. Et ici, il y avait une marque, donc je vais en rajouter une sur la courroie. Hop. Et ici en dessous, je vais essayer de mettre une petite marque sur la courroie, en espérant que mon stylo y aille. Il y a un tout petit point, j'espère que ce sera suffisant. Maintenant, je desserre l'écrou qui tient le galet tendeur. Et là, peut-être vous allez voir que la roue dentée de l'arbre à cam va bouger un petit peu. Parce qu'elle n'est pas pigée, j'ai pas trouvé de trou pour piger cette poulie. Alors ça va peut-être bouger un peu, mais c'est un petit peu tourné vers l'avant. Donc là, cet écrou, c'est du 16. Ce qu'il vous faut comme taille de clé pour travailler sur ce moteur, c'est du 10, du 13, du 16 et du 18. Avec ça, vous arrivez à tout faire. Alors, écrou, que voici. Galet tendeur avec la rondelle. Rondelle qu'il faudra remettre. Le galet a un petit peu de jeu. Et maintenant, la courroie va sortir. Je fais attention quand je prends appui ici parce que c'est du plastique. Et je fais aussi attention à ne pas rayer, bien sûr, la poulie. Voilà. Et je conserve cette courroie marquée. On voit mon petit point là du bas. Précieusement. Pompe à eau, il y a plein de vis de 10. Et elles sont toutes piégées dans de la pâte à joint. Un silicone bleu là qui a été utilisé. Donc j'ai peur de la péter celle-là. Celle-là ça va. Ok, celle-là aussi. Celle-ci il y a un problème. Je la visse, je la dévisse. Et c'est un trou qui est ouvert de l'autre côté et qui est bien rouillé. Donc je brosse. Et dégrippant. Pas sûr que ça fasse grand chose, mais voilà, je vais essayer d'agir un peu. Bon, sinon toutes les autres vis ont l'air de venir. Non, vraiment, il n'y a que celle-là qui résiste.
Alors non seulement les vis sont toutes rouillées, mais en plus on sort du silicone dedans, enfin de la pâte à joint là plutôt. Et voilà, victoire. Victoire. Mais cette vis est foutue complètement là. Donc là, cette vis elle est complètement foutue. Il n'y a plus de filet. Ok, alors là la pompe devrait se décoller. Alors. Et voilà. Voilà la vieille pompe. Alors ici, on va pouvoir regarder quel est l'état du joint spi qui est derrière la poulie. Donc ici, on a notre clavette, notre détrompeur qui vient dans le trou ici. Alors, on a des traces noires quand même pas mal autour. Ça vaut peut-être le coup de le remplacer. Je vois du gras sur l'axe ici. Donc, ce joint spi, c'est le moment de le faire. Alors, extraction du machin. Alors, des fois, juste avec de la chance et avec un petit tournevis, on arrive à le sortir directement comme ça. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Peut-être un tournevis plus gros. Ouais. Gagné. Alors j'ai acheté 2 joints spi. Celui-ci c'est celui de l'arbre à cam. Les brins comme ça, joint classique. Le joint de Vilebrequin qui était placé, c'est un joint PTFE, donc Teflon. Il n'a pas de ressort ici derrière la lèvre. Donc il y a une manière spéciale de les monter, ces joints-là. En gros, il faut les monter à sec. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, je vous la remets ici en haut à droite et en bas dans la description. Alors là, mon nouveau joint de Vilebrequin, il est noir aussi, mais derrière la lèvre ici, on voit qu'il y a le ressort. Donc en fait, c'est pas un joint PTFE, d'ailleurs, c'est pas marqué PTFE dessus. C'est un joint classique, normal, donc on peut le lubrifier pour le monter. On peut mettre soit de l'huile, moi ce que je mets en général, je mets de la graisse silicone dessus. Nettoyage avec du nettoyant frein, c'est ton copain. Alors, graisse silicone. Pour le montage, j'utilise mon kit, mais vous pouvez prendre une douille et taper sur le joint, ça devrait rentrer. Alors le diamètre, un peu trop petit, ça c'est bon. Et voilà, il est à fleur. Alors tant que j'y suis, je vais faire aussi le joint spi derrière la poulie d'arbre à cam. J'utilise mon outil bloc poulie pour éviter que l'arbre à cam tourne. Bon, j'ai juste réussi à tordre l'outil, donc je laisse tomber. Au niveau du joint spi, il n'y a pas de fuite, c'est bien sec. Donc voilà, tant pis, je vais continuer avec ce joint-là. J'ai la nouvelle pompe à eau, il va falloir la préparer. J'ai un petit truc à vous montrer. Il y a un joint papier qui est fourni avec la pompe. Un peu de visserie, ça doit être pour le galet tendeur. Et surtout, très important, au fond de la boîte, on a ce petit joint rectangulaire. Petit joint torique qui va venir ici. Alors le voici, l'ancien, qui est assez dur. Petit nettoyage. Donc là avec un joint torique, normalement il n'y a rien de besoin de rajouter.
Et je les serre au couple. Les vis comme ça en général c'est 8 Nm. Et là de l'autre côté, on va mettre cette tige ici. Alors elle est fournie, elle a l'air d'être symétrique. Elle est symétrique. Voilà, à fond. Alors l'ancienne pompe, elle a été montée complètement à la pâte à joint. Ils n'ont même pas pris la peine d'enlever le vieux joint papier qu'il y avait. Ils ont foutu plein de ce silicone bleu là. Et hop que je te remonte tout ça vite fait. Là j'ai bien nettoyé le plan de joint. Ici c'est neuf, donc le joint papier devrait suffire. Mais bon, pour être sûr à 100%, je vais quand même rajouter du silicone. Pour la vis qui est ressortie sans filet, j'ai trouvé une vis de remplacement. Bon, elle a une rondelle attachée, mais ça ira. Et dans les trous sur le moteur, je vais passer un coup de tarot parce qu'à mon avis, il doit y avoir encore pas mal de saleté là-dedans. Ok, donc on ressort pas mal de crasse. Ouais, ici aussi, eh ben, je les fais tous. Hein. Alors j'en mets vraiment très peu. De ce côté-là, il ne devrait pas y avoir de soucis. Juste ça, ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre là-bas. Hein. Il n'y a pas d'eau qui va là-bas. Le joint est à 15 sens, on ne peut pas se tromper. J'arrive à me tromper. Mise en place. Bon, là par contre, je vais en mettre un peu plus. Allez, c'est pas mal. Présentation. C'est là que ce silicone est pratique parce qu'il permet de tenir le joint. Enfin, jusqu'à un certain point. Le joint papier et la pompe. Voilà. Alors, cette vis à remettre. Et je vais commencer tout de suite par celle qui est un peu spéciale. Je vais la mettre là. Et je serre à peu près en croix. Serrage au couple, donc ces petites vis là, 8 Nm. On peut aller jusque 9. Hop. Voilà. Et je refais un tour pour être sûr. Et c'est bon. Ok, maintenant, kit distribution. On y trouve une deuxième boîte dans laquelle on trouve la courroie de distribution avec des marques déjà mises dessus. On va voir si ça correspond. Et en dessous, galet tendeur et vis. Super. Je n'avais pas pensé à la racheter. Vis de poulie de Villebrequin. Yes. Une petite étiquette. Ok. Je fais ça de temps en temps, c'est pour faire un gag. Alors, ancienne courroie, nouvelle. Alors déjà, on a des flèches. Je vais comparer. Alors, si je fais correspondre ma marque ici avec celle de la courroie neuve, et ben j'arrive pile sur ma petite marque ici qui était au niveau du Villebrequin. Donc ça a l'air d'être bon. Et ben mise en place. Avant d'installer la courroie, je dégraisse les poulies, comme d'hab avec le copain, le nettoyant frein et la petite du bas aussi. Ok, je remets la vieille vis temporairement, c'est juste pour tenir la poulie pendant que je remets la courroie. Ok. Alors, la courroie, les flèches sont comme ça, le moteur tourne comme ça. Je vais mettre la marque là en bas. Et je commence par le bas. Alors, est-ce que mes marques sont alignées? Non. Là, ouais, peut-être un peu plus. Je suis pile en face. Alors maintenant, le haut. Ici, il faut que je recule un petit peu. Alors, est-ce que j'aurais du bol et que elle est bien mise du premier coup?
Au niveau du marquage ici, ça a l'air d'être bien. En bas, on est toujours bien. Ah bah c'est comme ça arrive parfois d'avoir de la chance. Super. Installation du galet tendeur avec les deux petits trous là, côté accessible. C'est ça qui va nous permettre de le faire tourner pour tendre la courroie. Rondelle et écrou d'origine. Bon, alors là ça va pas. L'écrou est coincé. Si j'arrive pas à le serrer au doigt comme ça, je vais pas pouvoir faire un couple de serrage correct. Et en plus de ça, quand j'essaye de le dévisser, il y a la tige filetée qui se dévisse avec. Voilà. Alors oui, là, il y a plein de saleté dans le filet. Je vais nettoyer ça avec un tarot. Alors oui, il y a de la saleté. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu là-dedans? Ils n'ont pas mis du frein filet quand même. Donc il faut prendre le temps de faire ces petits nettoyages là. Surtout que le serrage au couple de cet écrou là est très très important. Voilà, donc là maintenant le filet est bien propre. Je vais pouvoir le remettre. Je resserre un coup la tige filetée comme je peux. Ouais. Et maintenant, je devrais pouvoir mettre l'écrou facilement. Oui. Bon là je vous montre sur l'ancien. Pour régler la tension, je vais utiliser une petite pince à circlip comme ça. Les crochets vont dans les trous et ça permet de le tourner. Voilà, donc là je peux le tourner. C'est excentré donc. Bon, évidemment ça se barre. Bon, de mémoire il devait être orienté comme ça. Peut-être pas autant. Alors on va essayer comme ça. Alors c'est pas pour leur faire de la pub, mais avec les courroies là de cette marque Orange, si vous cherchez sur internet avec le numéro du kit, vous cherchez instructions techniques et vous avez toute la doc sur comment monter cette courroie. Donc il nous donne le couple de serrage de l'écrou, c'est 50 Nm, et pour vérifier la tension de la courroie, ils disent d'utiliser un fréquence-mètre et on doit avoir 139 Hz. Le logiciel que j'utilise c'est Easy Tension. Fréquence-mètre. Je mesure. Et il faut faire vibrer le brin ici qui est juste en dessous de la pompe à eau. J'ai 150 Hz, donc il faut que je détende un petit peu la courroie. Voilà. Mesure de fréquence. 124 Hz. Alors je retends un petit peu la courroie. Bon, 142 Hz, c'est suffisamment proche des 139. Pour moi, c'est bon, je laisse comme ça. Serrage au couple, c'était donc 50 Nm. Voilà, 50. Une fois que cet écrou est serré au couple, il n'y a aucune raison qu'il se dévisse. Hein. Pas besoin de rajouter du frein fil. Donc, on ne peut pas faire un quart de tour. C'était comme ça avant le démontage. Et je viens de péter ça, génial. Arrivé là, on peut faire tourner le moteur pour vérifier que les pistons ne viennent pas taper contre les soupapes. Alors je retire la pige. Ok, maintenant je peux tourner le moteur. Alors je vais tourner le vilebrequin. Je vais faire 2 ou 4 tours, pas 3, pas 5, parce qu'il faut 2 tours de vilebrequin pour faire un tour à l'arbre à cam. Donc le but, c'est de vérifier qu'il n'y a rien qui bloque et aussi de vérifier le calage en remettant la poulie du bas sur son repère. Et la poulie du haut de l'arbre à cam devrait aussi tomber pile en face de son repère. Alors, compression. Alors, bien évidemment, les marques ici ne retomberont plus. Celles de la courroie ne seront plus en face des marques des poulies. Et c'est tout à fait normal. Alors, un premier tour au niveau du vilebrequin. Deuxième tour. Troisième tour. Et je vais terminer à la clé plate pour contrôler vraiment la position du vilebrequin, le remettre bien pile en face du repère en bas. Voilà, donc là, il est pile en bas, et ici j'ai bien ma marque qui est pile en face de celle du carter, donc là on est bon, on est calé. Alors je remets la pige, normalement elle devrait rentrer tout de suite. Voilà. Ok. C'est mieux comme ça. Voilà, on est pile en bas.
Et ici au-dessus, la marque de la poulie est pile en face de celle du carter, donc on est bon. Pour le dernier carter, celui qui est en haut, la languette qui est là, il va falloir la passer derrière le tuyau. Donc, on vient le glisser comme ça. Hop. Et on ferme. Il est tenu par 4 vis. Couple de serrage de ces vis, c'est 35 Nm. Ce n'est pas documenté dans la RTA. Je l'ai déduit en fonction de la classe et du diamètre des vis. Sur la Garage Bagnole Academy, j'ai une formation à propos des couples de serrage. Ça permet de bien comprendre ce qui se passe quand on fait un assemblage vissé. Et ça permet de se débrouiller avec ou sans documentation. Lien dans la description. Ici, dans la petite cavité, on peut apercevoir la marque qui se trouve donc bien au bon endroit. Remise en place du support moteur parce que je le vaux bien. Je vais pas mettre ça tout de suite. Donc là, je le place bien avec les vis bien centrées. Serrage au couple 55 Nm. Allez, maintenant je peux redescendre le moteur et les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que j'ai mis une chandelle à la place du cric parce qu'au bout de quelques heures, mon cric descend. Même en étant purgé, il fuit quand même un petit peu. Et oui, ça prend du temps pour vous faire ces vidéos. C'est toujours avec plaisir. Alors, hop. Je soulève un petit peu. Et voilà. Maintenant ici, je vais pouvoir remettre la poulie damper, enfin poulie d'alternateur. Donc je vire la vieille vis. La poulie de vilebrequin ici, elle est tenue sur l'axe du vilebrequin. Il n'y a pas de risque qu'elle bouge ou qu'elle sorte, sauf si vraiment on tape dessus. Voilà. Alors poulie. Nouvelle vis et rondelle. Enfin, rondelle, c'est l'ancienne. Hein. Alors cette vis est très importante, il faut la serrer correctement. Il y a 2 passes, il y a un premier serrage au couple et ensuite un serrage angulaire. Alors j'ai trouvé 2 spécifications différentes dans la RTA. On dit de faire un serrage à 20 Nm et ensuite un serrage angulaire à 90 degrés. Et dans la doc de la courroie de distribution, on dit 40 Nm pour la première passe et 70 degrés pour la seconde passe. Donc étant donné que la vis est venue avec le kit de distribution, je vais faire 40 Nm et 70 degrés. Allez, 40. Pour le serrage angulaire, il existe ce genre d'outil. C'est pas cher et c'est pas terrible. J'ai jamais réussi à faire quelque chose de bon avec. Il existe celui-là qui est super, électronique et qui coûte 300 balles. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer un truc pour faire un serrage angulaire sans avoir d'outil spécial. Et tout simplement, on va s'aider de la forme hexagonale de la tête de la vis. Hexagonale, ça veut dire qu'il y a 6 côtés, et donc il y a 6 sommets aussi. Ça divise les 360 degrés en 6, ce qui fait qu'entre chaque sommet, j'ai un angle de 60 degrés par rapport au centre de la tête de vis ici. Donc, je vais marquer un sommet, celui-ci qu'on va prendre comme référence. Pour le serrer, il va falloir que la vis tourne de 70 degrés par là. Donc au niveau du deuxième sommet ici, j'ai 60 degrés. Et bien, il suffit que j'en rajoute un petit peu plus et j'obtiens 70 degrés. On va dire que c'est à peu près là. Ok ? Donc maintenant, j'ai plus qu'à tourner cette vis pour que la marque là soit en face de la marque là. Alors il se peut que la rondelle ici, derrière, tourne aussi. Donc je vais rajouter une marque ici, au niveau de la poulie. Alors c'est approximatif bien sûr, mais de toute manière, un serrage angulaire, il y a toujours une marge de tolérance. Hein. Dans la doc, c'est 70 degrés, plus ou moins 6 degrés, donc on ne devrait pas être très loin. Ce que je vais faire aussi, sur la douille que je vais utiliser, je vais ajouter une marque. Alors je vais prendre, donc je vois si j'ai assez de quoi tourner pour faire 70 degrés ici, donc ça devrait être bon. Donc je vais prendre le sommet qui est au-dessus ici, lui faire une marque.
Ok, donc maintenant j'ai une marque sur la douille, je vais la mettre qui correspond à la marque du sommet ici de la vis, et il va falloir simplement que je l'amène en face des deux qui sont là. Hop. Alors c'est parti, et je serre. Et il faut que je serre plus. Avec ma barre, est-ce que ça passe? Non, alors j'ai cherché mon cliquet extensible. Ah bah non, en fait j'ai pas besoin parce que ma marque sur la douille là, elle est arrivée en face des autres marques. Et donc on se retrouve bien avec toutes les marques alignées. Donc le serrage angulaire, il est bon. Je vérifie quand même le couple de serrage de ce boulon là. Maintenant que le moteur est en appui sur le support. J'ai remis un petit coup de serrage un tout petit peu. Et maintenant on peut rebrancher ça. Courroie d'alternateur. Je retire la pige pour pouvoir tourner le moteur. Et voilà. Pour la tension de la courroie, je fais un peu au pif. Et j'oublie pas de faire celle qui est de l'autre côté. Ok. Alors ici sur le pôle positif de l'alternateur, on voit que c'est tout rouillé et le cuivre ici il est devenu vert, du vert de gris, donc il est oxydé. Ça c'est potentiellement une future panne, donc je dévisse. Alors, il aurait fallu que je tienne ça avec une clé plate. J'aurais peut-être dû débrancher la batterie avant. Donc ne faites pas les mêmes bêtises que moi et débranchez la batterie quand vous touchez un câble où il y a le plus qui arrive directement comme ça. D'ailleurs autour là il devait y avoir une protection en caoutchouc. Protection qui a été dégagée. Donc c'est surtout le filet et l'endroit de contact ici de l'écrou qu'il faut nettoyer. Sinon le reste c'est pour faire joli. Alors, graisse contact. Donc là, quand on serre un pôle positif comme ça, c'est bien d'avoir une clé qui a un manche en plastique. C'est isolé, si jamais ça tape contre une partie métallique, ça fait pas de court-circuit, ce qui est plutôt agréable. Et d'ailleurs, quand j'ai mis ma clé plate ici pour tenir, j'aurais pu faire un court-circuit. Donc ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Et une fois de plus, débranchez avant de travailler sur l'électricité. Alors là, l'opération de changement de courroie de distribution en tant que telle est terminée. Par rapport à ce qu'aurait fait un professionnel, j'ai fait des petites choses en plus. J'ai changé le joint speed Vilebrequin. Vous avez vu que j'ai nettoyé la borne positive de l'alternateur pour éviter des problèmes futurs. Donc là, il suffirait juste de remettre en eau, purger, faire tourner le moteur, vérifier que tout va bien, remettre la voiture sur ses roues et c'est bon. Mais voilà, je vais faire avant une autre opération préventive. Je vais changer le thermostat parce que sur cette voiture, pareil, je ne sais pas quand il a été changé. Si il a été changé. Et ça c'est une petite pièce qui est très importante. Si elle a un problème, c'est tout le moteur qui peut avoir un problème. Le thermostat c'est la pièce qui se trouve ici, au bout du gros tuyau du dessus du radiateur, qu'il va falloir que je débranche. Il y a aussi un deuxième tuyau là-bas au fond, plus difficile d'accès. Je vais clamper les durites avec mes grosses pinces comme j'avais fait. Et je vais mettre un sac plastique pour essayer de guider tout ça vers en dessous. Je vais enlever ça pour me faire de la place. Je suis pas sûr que mon plastique va beaucoup aider. Bon, mon sac a servi à quelque chose au final. Ok, démontage, donc il y a 3 vis de 10. Thermostat. En regardant de plus près et surtout avec de la lumière, j'ai trouvé qu'il n'était pas super propre ce plan de joint. Il y a dû y avoir une espèce de pâte à un moment donné. Donc je vais gratter. Donc au moins,
c'est bon signe, ça veut dire qu'il a déjà été changé une fois. Changer préventivement son thermostat, c'est un des 10 trucs que je vous donnais dans une vidéo. C'était mon top 10 pour quand tu as une vieille voiture. Lien vers cette vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. Ouais, alors bien sûr, faut pas bouffer dans le métal du moteur. Hein. C'est pas mal. Ok, c'est beaucoup mieux. Alors, mise en place du nouveau, qui vient bien sûr avec un nouveau joint torique. Serrons au couple. 1, 2 et 3. Avant de retirer les pinces à clamper, je voudrais quand même vous faire remarquer que ça a bien servi puisque le niveau ici n'a même pas descendu. Alors je les enlève. Peut-être qu'on va voir descendre. Même pas. Donc je vais mesurer combien de vieux liquide j'ai sorti. Dans ce bidon là il y a déjà 3 litres de vieux liquide de refroidissement. C'est un bidon de 5 litres. Bon voilà, il y a un peu plus d'1 litre peut-être. Un bon litre. Et ça, déchetterie. Les vis de purge, il y en a 2. Il y en a une ici au niveau du thermostat. Le petit bouchon noir là. Et il y en a une tout au fond là-bas. Difficile à vous montrer. Elle se trouve là-bas tout au fond. J'ai préparé mon entonnoir dans le vase d'expansion. Je vais démarrer le moteur. Et puis ça va faire circuler l'eau et je vais faire la pointe. Alors je démarre, bien sûr, s'il y a vraiment un bruit bizarre, je coupe le contact tout de suite. Hein. Oh, ça va. Alors je fais circuler l'eau, j'ouvre les purges. Là-bas j'ai le niveau qui descend. Ok, là, ça arrive. Là-bas maintenant. Ok, ça coule. Je refais la pointe. Donc là, il y a un bruit normal hein, de moteur. Hein. On est bien. Ok, ça coule. Et ça commence à chauffer. On a l'air d'être bon ici. Je mets le chauffage à fond dans l'habitacle. Alors il y est. Chauffage à fond. Là ici on est pas mal. Là-bas c'est bon, c'est purgé. Donc maintenant il faut faire monter en température le moteur. Et attendre que le ventilateur se mette en route. Alors, je vais mettre un petit truc ici pour forcer l'accélération. Et oui, c'est toujours au même endroit qu'on revient. Alors ici ça souffle bien chaud, je coupe le chauffage pour se mettre en route le ventilateur ici devant. Ah, ça y est, le ventilateur se met en route. Bah on est bon. J'en profite pour faire le niveau du liquide lave-glace. Et je mets du hiver moins 20 degrés parce que l'hiver ça revient souvent, au moins une fois par an. Et ben elle avait soif. Et une vidange, parce qu'elle avait bien besoin.
Et si vous cherchez une vidéo de vidange de Twingo 1, j'en ai une ici en haut à droite et en bas dans la description, comme d'hab. Oh là là! Bah, il en manquait là de l'huile, hein. Ouh, c'est pas bon ça. Là, il n'y a pas 3 litres qui sont sortis. Hein. Eh ben, il était temps que je le fasse. Petit aparté, ici dans l'aile, il y avait une couche jusque là de terre comme ça. Et ça va loin, hein, ça va jusqu'au fond. Et j'en ai sorti, mais un énorme tas là. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'un professionnel vous fera, à moins que vous demandiez. Ou alors c'est un bon et il faut le garder. Hein. Vidange, oui. 5W40, filtre à huile, oui. Filtre à métacle, il n'y en a pas. Filtre à air moteur, oui. Niveau refroidissement, oui. Liquide de frein, non. Pas de direction assistée. Prochaine révision à 326 000 km. Donc là, en un an, c'était il y a quasiment le 12.3, pas le 12.5. Donc en moins d'un an, 16 000 bornes la Twingo. Pas mal. Et courroie de distribution 03 2022. Un litre, seulement 1 litre qui est sorti de ce moteur. Normalement, il y a 3,5 litres d'huile, donc là, il était vraiment temps. Donc encore un truc qui est bien quand on fait l'entretien de sa voiture soi-même, c'est qu'on garde un œil sur ce qui se passe dans le moteur. Et là, il va falloir que je regarde, il y a sûrement une consommation d'huile. Il va falloir que je surveille ça. Alors voilà, distribution faite. Alors c'est 500 € d'économie, je ne les ai pas sortis comme ça de mon chapeau. J'ai fait faire 2 devis à 2 garages différents, un garage officiel Renault et un autre générique. Pour la même opération demandée, ils sont arrivés à peu près au même prix. Il y en a un qui est à 550 € et l'autre à 600 €. Alors le kit distribution et la pompe à eau, je les ai eu tous les deux pour 60 €. Ce qui fait une économie donc de 500 €, ce qui n'est pas négligeable. Par rapport au devis à 600 €, c'est 10 fois moins cher. Et j'en ai profité pour faire des opérations en plus de maintenance préventive, donc changement du joint speed vilebrequin et changement du thermostat. Donc avec ces petites pièces en plus, j'en ai pour un peu plus de 80 €. Donc voilà, pour moins de 100 €, elle est bien refaite. Si vous vous sentez en capacité de le faire, et si vous avez un endroit pour travailler, je vous conseille fortement de faire tout l'entretien et les réparations de vos voitures vous-même. Aujourd'hui, on trouve tout ce qu'il faut sur Internet, beaucoup de documentation gratuite, plein de tutos sur YouTube. Si vous voulez une approche un peu plus pédagogique et structurée, il y a mes formations sur la Garage Bagnole Academy. Et aujourd'hui, vous avez pu voir qu'en une seule opération, vous pouvez déjà rentabiliser à 100% n'importe laquelle de mes formations. Et vous trouverez donc un lien vers la GBA en dessous dans la description, où je vous mets aussi tous les outils et produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une playlist et en dessous un super épisode à découvrir. Moi, c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.